il faut que nous soyons suffisamment nombreux à vouloir vraiment de toute force que la France ait un avenir, à vouloir refaire la cohésion de la France, à vouloir retisser une amitié entre Français. C'est cela l'essentiel. C'est cela qui est mon moteur à moi et je vous suggère de me suivre dans ce sens parce que c'est ainsi que l'on fait l'unité d'un peuple, comme d'ailleurs l'unité d'une famille, d'un régiment ou d'une entreprise. Il faut le vouloir, il faut que nous soyons suffisamment nombreux à aimer la France vraiment telle qu'elle est, à vouloir tout lui donner. Bonjour à toutes et à tous, enfin je dirais bonsoir en ce dimanche. Ce soir, dans son émission, on est heureux de recevoir une deuxième fois, et je l'espère pas la dernière, notre ami et un amoureux de la France et de ses citoyens, en la personne de mon général Didier Tauzin. Bonsoir mon général. Bonsoir Jérémy Clément. Bonsoir Patrick. Bonsoir mon général. Comment allez-vous? On voit que vous avez toujours la forme. Toujours peut-être pas, mais j'ai la forme, oui, hein, oui. Pour 70 ans, je garde la forme physique et surtout intellectuelle. L'intellectuel, ça va très bien. Eh bien, écoutez, ce soir, on a décidé de vous poser des questions et de rentrer plus dans des débats de fond, des choses un peu plus techniques. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire et je vais laisser la première question posée à Patrick, mais on aurait beaucoup aimé aussi que vous présentiez votre livre. Donc, Patrick, si tu veux échanger là-dessus, c'est une très bonne chose. Voilà. Bon, moi, je suis actuellement en déplacement chez Jérémy. Voilà, on a réuni toute l'équipe. Donc, j'ai pas le bouquin avec moi. Et donc, je voudrais que… Ça tombe bien, j'en ai un. Voilà. Voilà. Aux éditions Mareuil. Voilà. D'accord. Voilà. Rebâtir la France après le Covid-19 sur le roc. Parce qu'aujourd'hui, elle est construite sur le sable. Et comme chacun sait, une maison construite sur le sable est ravagée très rapidement par les pluies, les torrents, les vents, etc. Tandis que si elle est construite sur le roc, elle peut tenir des millénaires. D'accord. Donc, moi, je vais vous poser une première question. Que pensez-vous de la gestion de l'après-Covid par l'État, déjà, et de la création d'un ministère de la transformation et de la fonction publique et des nouvelles orientations prises par le chef d'État? Je commence par le nouveau ministère de la transformation de la fonction publique. Si c'était la seule question, ça serait vite fait. Ça devrait être vite fait. Je dirais que c'est anecdotique dans la situation actuelle. Je crois que ni notre gouvernement, ni la classe politique française en général, et d'ailleurs je pense que c'est vrai, très largement vrai au niveau international, notamment européen et américain, n'a pris la mesure de ce qui se passe. Nous étions, comment dire, satisfaits de notre société mondiale, avec une économie florissante, ou apparemment florissante, des mouvements dans tous les sens, des avions partout, etc., etc. Il suffit d'un virus pour que tout s'écroule. Parce que je ne dis pas n'importe quoi. Là, tout est en train de s'écrouler. En ce moment, on n'a plus d'avions. On ne peut plus se déplacer aussi facilement qu'autrefois, même à l'intérieur d'un pays. Il y a déjà en France, des gens qui ont faim. Il y a des quantités de problèmes qui commencent juste à émerger et qui vont, comment dire, se développer dans les mois et les années qui viennent. Autrement dit, on passe à cause d'un virus, quelque chose d'insignifiant pour nous, apparemment, on voit notre monde s'écrouler. Donc, il va falloir penser à faire autre chose. Pas forcément reconstruire, parce que si on reconstruit comme avant, eh bien, il suffira d'un virus pour que tout s'écroule. Une fois de plus. C'est-à-dire que nous avons construit sur du sable. Et cela depuis des décennies, et même certainement depuis beaucoup plus longtemps sur certains points. Donc, il faut envisager une phase transitoire, si vous voulez, entre ce système qui est en train de s'écrouler et un autre système. Pourquoi faut-il le faire tout de suite, rapidement et avec vigueur?
Eh bien, parce que nous allons vers des moments très difficiles. J'ai juste commencé à en parler tout à l'heure. Déjà, à quelques endroits en France où des gens ont faim, il y a des pays où la famine est déclarée, il y a des pays où déjà la guerre civile a commencé. Ce sont des évolutions que nous pouvons connaître, nous, en France. Et donc, ce n'est pas quand on est en plein dans les problèmes qu'il faut commencer à réfléchir. C'est avant. C'est ça le rôle. Ça fait partie aussi du rôle d'un chef d'État. Ça fait partie du rôle d'un homme politique. Ça fait partie du rôle des gens responsables, que ce soit au niveau familial, de l'entreprise, d'un régiment ou d'un État, que de penser à ce qu'il faut faire pour éviter le pire, et puis quand les problèmes semblent devoir se présenter, ce qu'il faut faire pour éviter ces problèmes et surtout pour rebondir après. C'est très important. Et donc je crois que ni notre gouvernement actuel, qui finalement, avec quelques personnes nouvelles, ressemble furieusement à tous ceux qu'on a eus depuis au moins le début de François Hollande, eh bien, ni notre gouvernement actuel, ni le président de la République, malheureusement, ni nos politiciens n'ont pris la mesure du problème. Maintenant, il faut reconstruire. Pardonnez-moi, dans le premier livre, parce que j'en suis à mon 4e livre politique, déjà dans le premier livre, dès 2015, je disais que nous sommes sur une pente descendante qui, je ne savais pas dire à quel moment, parce que je ne sais toujours pas lire dans la boule de cristal, je n'ai jamais su, qui va nous conduire inévitablement, qui devait nous conduire inévitablement à un moment de crise grave. Et je crois que nous y sommes, que nous l'abordons. Elle ne fait que commencer. Une crise grave. Et crise en chinois, ça veut dire aussi opportunité, n'est-ce pas? Mais une crise, c'est toujours là. Il y a toujours deux possibilités. Soit tout s'écroule, soit on rebondit. Eh bien, nous sommes là, où nous pouvons aujourd'hui rebondir, mais il faut en prendre les moyens et faire autrement que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Sinon, nous aurons les mêmes problèmes. Ou bien, et je l'écrivais textuellement, et je crois l'avoir réécrit dans ce livre, ou bien nous pouvons aller de carré dans Silla, nous pouvons très bien dégringoler jusqu'à une sorte de retour à la barbarie au niveau mondial. Voilà. Donc là, on n'a pas pris la mesure de cela, et c'est très grave. On a pu voir quand même que nos administrations sont très lourdes, très lentes. Il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas d'homme de terrain. Tout ça, tous ces pouvoirs sont dilués. Il y a des normes, des cabinets de partout, mais personne ne prend de décision. Et ça a été un coup fatal quand même avec l'arrivée du Covid, alors qu'on aurait pu, avec des gens d'action, réagir positivement. Je crois que vous êtes un peu dur. Il y a des gens d'action, il y a des responsables, mais le système globalement ne leur permet pas de s'épanouir et de faire ce qu'il faudrait pour le pays. Pourquoi ? Parce que tout notre pays aujourd'hui marche au pas des partis politiques. Ah oui. Ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis est devenu en France une véritable tyrannie. Tout passe par les partis politiques, pour leur profit à eux en qualité de parti, ou le profit des hommes de parti, ou le profit de ceux qui commanditent les partis ou les hommes politiques. Voilà. Autrement dit, ce n'est pas la France qui intéresse les partis politiques, c'est eux-mêmes. Ils ne servent pas la France, ils se servent de la France. Et dans ce cas-là, si vous voulez, eh bien, aucun homme responsable, il y en a dans les cabinets, et j'en connais. Aucun homme responsable, solide, ayant des qualités de chef, et puis voyant clairement l'avenir et les situations actuelles, aucun ne peut sortir du lot et prendre les responsabilités et les directions qu'il faudrait. Et que faudrait-il faire pour qu'il sorte du lot ? Alors, pour qu'il sorte du lot, disons, que faudrait-il faire en général, n'est-ce pas, dans la situation actuelle? Dans ce livre, je préconise qu'il faudrait établir ce que j'appelle, c'est peut-être pas le bon mot, peu importe, un gouvernement de transition. Il faut changer ce système. Il faut changer de système, je le disais tout à l'heure. Mais avant de faire cela, il y a des mesures de première urgence à prendre. Je le répète, déjà, dans quelques régions de France, des gens commencent à avoir faim. Et cela peut, je ne dis pas va, mais peut s'étendre et devenir très grave. Donc, il y a des mesures immédiates à prendre, en particulier pour la survie alimentaire de tout le monde.
C'est extrêmement concret, c'est extrêmement basique, mais je peux vous dire, pour l'avoir constaté malheureusement plusieurs fois dans ma vie militaire, qu'en 8 jours, on meurt de faim. 8 jours. Bon, si vraiment la famine s'installe dans une région, ça peut être absolument dramatique avec toutes les conséquences, non seulement de mort, mais de guerre civile, de destruction, etc. Bien. Donc, il y a des mesures immédiates à prendre en matière de survie alimentaire. Et ça doit se faire au niveau communal comme au niveau national. Bien. Il s'agit peut-être tout simplement de créer des banques alimentaires au niveau communal. Cela paraît aujourd'hui, on sort tous de table, on a le ventre plein, il fait beau, il fait chaud, etc. Cela paraît complètement illusoire. Mais vous savez, le beau temps ne dure pas tout le temps. Hein. Et puis, on peut passer d'une situation idyllique à une situation catastrophique en quelques secondes, en quelques heures, quelques minutes. Bien. Ensuite, il faut prévoir pour le plus long terme, si vous voulez. Mais ce sont des mesures à prendre très rapidement, mais pour plus tard. Il faut tout de suite penser à reconstruire l'économie réelle. Je ne parle pas des grands groupes, non, ce qui fait vivre le citoyen, ce qui lui permet de manger, de construire sa maison, de se chauffer, etc. L'économie réelle, qui aujourd'hui est le parent pauvre, n'est-ce pas, de l'économie mondiale, qui tourne autour du fric et uniquement le fric. Le fric est important, mais doit être au service de l'économie réelle et de l'être humain. Donc, reconstruire l'économie réelle, et pour cela, peut-être, je dis peut-être, faut-il passer par la reconstruction, si je peux dire, d'une monnaie nationale, qui peut-être pourrait être, on pourrait peut-être garder l'euro en même temps, mais il faut quelque chose, il faudrait peut-être quelque chose, je ne suis pas un spécialiste suffisant, peut-être une monnaie nationale pour cette économie réelle. Parce que j'affirme qu'elle doit être centrée sur les besoins des Français d'abord. Non pas par rejet des autres, non pas par égoïsme, mais quand on a un risque de famine dans sa famille, on pense d'abord à sa famille, à ses enfants. Ça me semble logique. Et ensuite, quand on est sorti de la pagaille, des problèmes, on va aider les autres. Eh bien, je crois qu'on est un peu dans ce moment-là. Donc, reconstruire l'économie réelle. Et puis aussi, il faut penser à la sécurité intérieure et extérieure. Et pour cela, je crois vraiment qu'il faut faire une pause migratoire de 20 ans. Il faudrait un référendum très rapidement pour faire une pause migratoire de 20 ans. Ne croyez absolument pas que je sois contre les étrangers, que je ne suis pas raciste, pas un poil de racisme en moi. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre unité nationale est en lambeaux. Il n'y a plus d'unité nationale. Le peuple de France, il ne sait plus où il est. Il ne sait plus à qui se fier. Il n'existe plus, le peuple de France. Il va falloir le reconstruire. Et ce n'est pas en faisant chaque année entrer des centaines de milliers de gens qui n'ont rien de la culture française qu'on va reconstruire l'unité nationale. Non, il faut la refaire avec les gens qui sont là. Tous les gens que nous avons accueillis ou fait venir depuis 50 ans. Sauf bien sûr les fauteurs de merde. Je parle les fauteurs de troubles. Je devrais parler français, ce serait mieux quand même. Voilà. Et au-delà, si vous voulez, parce que vous m'avez demandé ce qu'il faut faire. Au-delà, il faut restaurer l'État. L'État aujourd'hui, il fait tout et n'importe quoi. Il ne fait pas ce qu'il devrait faire, lui. Il faut créer ce que j'appelle l'exécutif national, c'est-à-dire ce lien organique et fort entre le chef de l'État et les maires, les responsables de communes. Je ne parle pas des députés, des sénateurs qui ont leur rôle, mais qui sont à part. Ces gens, les maires et le chef de l'État, sont en permanence et quotidiennement et surtout dans les moments difficiles, responsables de la nation et de chaque Français. Donc, il faut créer un lien entre eux. C'est eux qui doivent être ce qu'on appelle dans l'armée la chaîne de commandement, ce qu'on appelle certainement autrement dans une entreprise, parce que ça existe dans toutes les organisations. Et enfin, et surtout peut-être, non peut-être pas surtout, et enfin, il faut préparer l'avenir. Parce que, à plus long terme, parce que ce qui est majeur dans cette affaire, dans ces quelques années de passage d'un système à l'autre, c'est de refaire l'unité nationale. Si on ne refait pas l'unité nationale, jamais la France ne s'en relèvera. Jamais la France ne s'en relèvera. Et pour refaire l'unité nationale, il faut quelque chose qui nous unisse par le haut, qui soit intangible. Je redis, il nous faut la grande charte de France.
on pourra en reparler si vous voulez, on en a déjà parlé, la Grande Charte de France, placer au-dessus de la Constitution et revoir toutes les lois, tout le fonctionnement de notre pays en fonction de la Grande Charte de France qui place l'être humain, l'homme, au centre de tout. Tout doit être réorganisé, l'économie, la politique, tout, pour le service de la France et des Français. Aujourd'hui, on a mis la France et les Français au service essentiellement du fric, un petit peu, beaucoup aussi des partis politiques, mais il faut inverser la vapeur. Tout remettre au service de la France et des Français. Et pour cela, il faut quelque chose qui soit admis par tous, donc voter la Grande Charte de France par référendum, hein, et qu'elle s'impose à tout le monde. Et oui, non, mais vous croyez pas si bien dire, hein, c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. On est là en même temps pour se découvrir, en même temps pour présenter un peu la vision du monde de demain, et parce qu'on est tous très conscients que ce qui nous attend actuellement avec ce gouvernement et ce système en place, c'est une guerre civile ou une dictature encore plus forte qui passera aussi par le pouvoir d'achat et donc par l'alimentation. Donc oui, on a conscience de tout ça. Vous avez évoqué notamment la monnaie, c'est très pertinent parce que aujourd'hui, il existe aussi de plus en plus de monnaie locale qui vient interférer un petit peu dans le système local, justement pour le pouvoir d'achat et faciliter un peu les transactions. Et il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver. Il y a des outils aussi qui permettraient de pouvoir travailler sur les sujets de fond sans être obligé de tout détruire. Mais tout ça, ça viendra. Moi, si je peux me permettre, mon général, je voulais vous poser une question. Même si vous avez évoqué un petit peu dans votre analyse un bout de cette question, j'aimerais qu'on puisse approfondir l'idée que quelle est l'image, vous, que vous faites, quel devrait être demain l'homme, un homme d'État, l'exécutif, quel devrait être son rôle? Pourquoi demain? Pourquoi demain? La notion de chef, les qualités d'un chef, la mission du chef, c'est intemporel. Dans notre civilisation qui a maintenant une profondeur historique gigantesque, on nous parle toujours de la Chine et des gens comme ça, oui, bien sûr, mais la civilisation européenne à laquelle participe la France a une profondeur historique de plus de 6000 ans, même peut-être plus. Les Grecs anciens sont nos premiers ancêtres culturellement. Hein. Donc, la notion de chef est intemporelle, je dirais. C'est le chef de toujours. Bien. Alors, vous parlez du chef d'État. OK. Je crois que le chef d'État doit avoir, comme tout chef d'ailleurs, mais plus particulièrement au niveau politique, 3 fonctions majeures. La première, c'est de conduire la nation sur le long terme et le très long terme. Le quotidien et le court terme en politique, c'est 10-15 ans. En politique, c'est 10-15 ans, c'est pas comme en entreprise. Hein. Eh bien, le court terme, c'est l'affaire du gouvernement, sous la direction, bien entendu, la supervision, je devrais dire, du chef de l'État. Mais le chef de l'État, sa fonction à lui, c'est le long terme et le très long terme. Et pour cela, il doit savoir d'où la France vient. Il doit connaître aussi parfaitement que possible et avoir médité l'histoire de la France et l'histoire de toute la civilisation européenne de laquelle participe la France. Connaître cela intimement pour pouvoir, bien percevoir la personnalité de la France et ce qu'elle a vécu dans son histoire et qui peut se reproduire, les quantités de choses qui peuvent se reproduire. Et il doit aussi méditer, avoir une conscience aussi précise que possible du monde d'aujourd'hui et de ce qui peut se passer. Il y a des grandes lignes pour demain qui sont déjà inscrites, par exemple en matière de population. Eh bien, nous savons déjà que la population européenne de souche européenne va continuer de décroître. À la fin du siècle, par exemple, en Allemagne, il devrait rester environ 30 millions d'Allemands européens. 30 millions au lieu de 70 aujourd'hui. Un peu plus en France. Alors que dans le même temps, si vous voulez, en Afrique noire, la population va passer de 1 à 4 milliards d'habitants. Donc l'Europe va rester à 650 millions d'habitants à condition d'avoir une immigration constante et assimilée, sinon ce n'est plus l'Europe. Tandis que l'Afrique va passer à 4 milliards. Voilà, il y a des grandes tendances qui sont déjà inscrites. Et le chef de l'État doit connaître cela et inscrire son action de long terme et de très long terme dans ce cadre-là. C'est très important. Sa deuxième fonction,
c'est de renforcer sans cesse l'unité nationale. Le chef de l'État, surtout dans un pays comme la France, n'oublions pas que nous sommes des Gaulois, hein, n'oublions pas qu'il n'y a pas un peuple de France initialement, mais que nous sommes un assemblage de peuples. Les rois de France autrefois parlaient des peuples qui constituent la France, des peuples. Ils avaient bien conscience que les Alsaciens, les Bretons, les Basques, ce n'est pas exactement la même chose. Eh bien tout ça, on a réussi avec l'histoire à en faire un peuple. Ça n'a pas toujours été simple d'ailleurs, ça n'a pas toujours été sympa non plus. Hein. Il y a eu des mesures un peu difficiles, bien sûr. Mais l'unité nationale, c'est quelque chose qui est en France très difficile à construire et à maintenir. En revanche, quand on a l'unité nationale, on peut tout. Il y a des quantités de gens qui l'ont dit, et surtout des étrangers, surtout des étrangers. Par exemple, le troisième président américain, Jefferson, disait « Tout homme a deux patries, la sienne et la France ». Je crois que c'est Staline ou Lénine, je ne me souviens plus, qui disait que pour que le communisme se réponde dans le monde, il fallait qu'il s'installe à Paris. C'est montrer cela, si vous voulez, combien quelqu'un comme Staline ou Lénine voyait bien que la vocation de la France, à condition d'être unie derrière son chef, est gigantesque, peut faire énormément de choses. Donc, il ne s'agit pas de conquérir l'humanité, le problème n'est pas là. Hein. Il s'agit de se préparer à l'avenir. Donc, le chef d'État doit aussi toujours renforcer l'unité nationale. Pour cela, il doit tisser de l'amitié entre les Français. Tisser de l'amitié entre les Français. Et entre lui et les Français, il doit être lui-même facteur de cohésion nationale. C'est très important. S'il ne fait pas cela, il perd sa légitimité. Mais s'il va contre l'unité nationale, alors là, il trahit la France. Bon, la troisième fonction du chef de l'État, c'est de préparer les chefs de demain. Écoutez, en France, on prépare les chefs militaires, on prépare les préfets, on prépare les chirurgiens, les enseignants, on prépare tout le monde, tous les cadres. C'est normal et c'est bien. Et on a de très bons résultats, même s'il y a quelques problèmes. On a de très bons résultats. On ne prépare pas les hommes politiques. Voilà. Et c'est à peu près pareil partout en Occident. Ils sont livrés, la politique est livrée aux partis politiques. Eh bien, je crois que c'est l'une des raisons majeures des problèmes que nous rencontrons. Nous n'avons pas d'hommes politiques. Or, les gens qui nous gouvernent confondent gérer, gouverner, conduire, etc. Donc, il faut préparer les chefs politiques de demain. Et ça doit être l'une des missions que la nation souveraine, parce que la nation est souveraine, et elle doit le rester, ça doit être l'une des missions que la nation souveraine donne au chef de l'État. Préparer ses successeurs. Je vous coupe juste, mais c'est le capital. C'est le capital qui s'est emparé des hommes politiques en France. C'est quoi? C'est le capital qui s'est emparé des hommes politiques. Oui, le capital, bien sûr, vous avez en partie raison, mais pas que le capital. C'est un phénomène qui est assez récent, qui a commencé certainement au XVIIIe, XIXe siècle, il y a déjà pas mal de temps, et qui s'est développé. Mais il y a aussi, et surtout, je crois, les partis politiques. Chaque fois que dans notre histoire, les partis politiques ont pris trop d'importance en France, à chaque fois, la France est trouvée dans la pagaille, et au bord du précipice, voire dans le précipice. Donc, c'est d'abord ça. Et le capital, ensuite, s'est emparé sans doute des partis politiques. Ça, c'est à peu près clair. Mais je continue sur le sujet, je ne sais pas. Oui? Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, oui. Si on ne vous interrompt pas, donc, préparer les chefs de demain. J'ai rencontré autrefois, il y a maintenant pas mal de temps, un chef de très grande entreprise. Nous étions en 1985. Oui, 85. Et cet homme-là, j'aurais souhaité qu'il soit président de la République d'ailleurs, nous disait, ma mission à moi comme président, c'est au-delà de l'an 2000. Au-delà de l'an 2000. Et donc, ce qui se passe entre maintenant et l'an 2000, je dis oui, je dis non, parce qu'on l'a préparé, tout ça, c'est pas mon affaire. Vous vous rendez compte? Dans une entreprise, pas au niveau de l'État. Et parmi mes missions principales, la principale, c'est de préparer mes successeurs.
Donc, je passe mon temps à visiter les entreprises du groupe pour déterminer les gens qui, hommes ou femmes, ont le potentiel pour. Et ensuite, je les forme en les plaçant à tel endroit, etc. Et je les fais. Voilà. Et au bout du compte, eh bien, quand je partirai, j'en présenterai plusieurs au conseil d'administration pour qu'ils choisissent. Eh bien, il n'est pas forcément exactement comme ça qu'il faut faire, mais on peut s'en inspirer. Ce que je veux dire, c'est que le chef d'État doit faire cela à sa façon et les préparer. Et ensuite, il les soumet à la nation, qui est souveraine, la nation qui choisit. Mais il y a quelques notions qui sont absolument déterminantes si on veut que cela fonctionne. La première, c'est qu'il faut des chefs au service. Ça a l'air de rien, cette affaire, mais c'est fondamental. Soit on se sert, soit on sert. Voilà. Il faut des chefs au service de la France et des Français, et des chefs qui, dans certaines circonstances, soient prêts à y laisser la peau au nom d'une pipe. Après tout, vous savez, mon général, j'ai eu l'occasion de croiser quelques députés, quelques hauts fonctionnaires, quelques journalistes spécialisés, des éditorialistes. Et c'est un discours que nous tenons depuis plus d'1 an et demi au sein du mouvement des Gilets jaunes. On parle de séparation des pouvoirs, on parle d'élus au service du peuple et de ses citoyens. Vous savez qu'on m'a plus rionné qu'on m'a pris au sérieux sur ce genre de sujet, dans les cadres que je viens de vous citer. Bon, on a plus quoi? On m'a plus rionné que ça a apporté à analyse. C'est pour dire la déconnexion aujourd'hui du système et des citoyens lambda comme nous, qui, quoi qu'il arrive, même si on ne sait pas tout et on prétend pas tout savoir, on vit quand même le quotidien depuis longtemps et on voit bien la différence entre les années 80 où effectivement on a abandonné la politique et on s'y est désintéressé, je pense après Coluche et plein d'autres événements parce que tout allait bien, et qu'aujourd'hui on voit que tout va mal et que ça nous touche directement, et là on commence à s'apercevoir que notre devoir civique et citoyen, le premier, c'est de se soucier de l'éducation, c'est de se soucier des institutions, c'est de se soucier de la représentativité et de se soucier de cette constitution qui, en fonction des gouvernements successifs, soit elle est utilisée en fonction de ce qui les arrange, soit ils oublient complètement ce qui est écrit dedans, parce que même si on est conscient qu'il faut réécrire quelque chose pour le réactualiser, aujourd'hui, il y a quand même des bonnes choses dans cette constitution, mais malheureusement, tout a été bafoué, donc tout est à revoir. Enfin bon. Oui, et tout est à revoir, peut-être pas tout, mais de toute façon, ce qui est à revoir, ce sont les fondamentaux. Le chef qui n'est pas au service, ça devient un tyran. De fait, peu à peu, ça devient un tyran. Et il organise tout pour que sa tyrannie dure. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec les partis politiques en particulier. Alors, n'ayez crainte, on vous rit au nez, etc., c'est pas grave. Et il faut savoir que dans l'histoire de France, ce sont toujours des petits groupes infimes qui changent l'histoire. Et aussi bien d'ailleurs dans les conflits militaires, ce sont parfois des groupes infimes qui changent l'histoire. Donc, les événements vous donneront raison. Les événements, parce que les gens que vous avez contactés, les élus, etc., ils sont dans un système, ils sont dans une sorte de bulle pour l'immense majorité, ils ne savent pas s'en sortir, ils ne se rendent même pas compte pour la plupart que ça va mal à côté. C'est malheureux. Donc, il faut qu'on trouve que la France se donne, la nation souveraine se donne des chefs à son service et au service des Français. Ça ne veut pas dire des larbins, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire des chefs au service, des gens qui les conduisent, voilà, vers l'avenir. Si possible, dans toute la mesure du possible, dans la paix, c'est très important. Et le développement économique, mais surtout le développement personnel de chacun, au service. Mais pour cela, comme dans une entreprise, comme n'importe où, le chef a besoin de durée. Aujourd'hui, avec le quinquennat renouvelable une fois, écoutez, on peut avoir un type remarquable, mais on n'a pas le droit de garder plus de 10 ans. On peut avoir un imbécile comme chef, et puis, du fait du système des partis, on est obligé de le garder 10 ans. Vous croyez que c'est normal de la part du peuple souverain d'accepter ça? Non.
Non, mais non. Le peuple souverain, il est souverain. Donc, s'il a un chef dont il est content, il doit pouvoir le garder aussi longtemps qu'il le veut. C'est un CDI. Le souverain lui donne un CDI. Avec bien sûr quelques comment dire, étapes, parce que n'importe qui peut un jour faire n'importe quoi. Alors, nous sommes que des hommes. Donc, il faut tous les 7 ans faire un vote de confiance sans élection. La confiance est renouvelée, il continue. La confiance n'est pas renouvelée, on le vire. Et on en est bien. Mais aussi, on peut aussi le révoquer en cours de mandat. La nation qui est souveraine doit aussi pouvoir le révoquer en cours de mandat avec un RIC. Alors, il faut l'étudier, votre RIC, parce que voilà, ça se fait pas. Il suffit de 15 personnes pour un RIC, on sera toujours en train de voter. Ça ne peut pas marcher. Ça. Non, mais on comprend. C'est un RIC de bon sens. Un RIC de bon sens, en général. Et voilà comment je vois. Oui, bien sûr, mais comment je vois le rôle de chef de l'État. C'est éminent. Il faut qu'on se réapproprie aussi culturellement la notion et le rôle du chef. C'est fondamental. Même les animaux qui vivent en bande ou en meute ont des chefs. Ont des chefs qui, d'ailleurs, pour la plupart, sont au service de la meute ou de la bande. Au service. Et donc, même les animaux, nous, humains, nous en avons besoin. Nous ne pourrons pas faire autrement, surtout dans les moments difficiles. Et le chef, dans le temps facile, il prépare en particulier les temps difficiles. En particulier, il ne fait pas que ça. Il conduit vers l'avenir, Il doit s'intéresser, aimer les gens, aimer les gens. Et puis, voilà, je vais m'arrêter parce que j'en parlais pendant 8 jours. Allez-y, on est content de vous recevoir. Pour nous, vous faites partie des personnages importants avec qui peut-être les citoyens ont une chance de changer tout ça et pas que dans la douleur. Ça peut être aussi dans la fierté et dans la joie. D'accord, mais je crois qu'il faut aussi réhabiliter cette notion de fierté. Pourquoi je me suis engagé en politique ? À 70 ans, je ne cherche pas une place. Deuxièmement, ma retraite de général de division me suffit amplement. Les honneurs, etc., j'en connais la fatuité, ça, aucun intérêt. Aucun intérêt. Pourquoi ? Mais parce que j'aime mon pays. Parce que j'aime mon pays. Il faut réhabiliter la notion de patriotisme, qui n'est pas le refus des autres ou de la haine des autres. Mais non, j'ai une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, peu importe. Nous devons nous aimer les uns les autres. Autrement dit, tout homme doit aimer toutes les femmes, pas toutes de la même façon. Pas toutes de la même façon. Oui, pas toutes de la même façon. Mais c'est pareil. Et nous devons aimer tous les autres, bien sûr, mais surtout nous, notre peuple. Entre nous, il faut réapprendre le patriotisme, l'amour de la France, s'aimer entre Français, l'amitié entre Français. Il faut le réapprendre. Il faut réapprendre à rire. C'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui, Pas facile. Il faut. Ça dépend. Quand vous avez un Patrick à vos côtés, je peux vous assurer que c'est plus facile en général, parce que autant il est très très sérieux, autant il a le verbe léger. Je le connais un petit peu, oui. Et donc, c'est pas forcément avec du verbe léger d'ailleurs, c'est pas forcément avec du verbe léger comme on dit, mais il faut réapprendre ces choses-là. Il faut réapprendre l'amour de la France, il faut réapprendre la notion de chef. C'est indispensable pour reconstruire l'avenir. Sinon, on s'en sort pas. Nous sommes, j'en suis intimement persuadé, à un moment de l'histoire où, je le répète, je le redis, où le meilleur est possible, on peut rebondir de manière magnifique et pas uniquement du point de vue économique, c'est important l'économie. Ou bien on peut s'écrouler de manière lamentable. Et alors là, ça va être dur, très, très. Mon général, dans cette dynamique, moi j'ai une question pour vous. Si demain un mouvement citoyen se mettait en place de manière pacifique, je tiens à ce mot pacifique parce que je vous sais humaniste, avec la volonté de reprendre en main l'avenir du pays, pourriez-vous être un de leurs soutiens? Alors, évidemment, mais évidemment aussi sous condition. Voilà, et oui, bien sûr. Parce que, voyez-vous, je ne suis pas en politique depuis une éternité, j'ai commencé en 2015 et j'ai participé à la dernière présidentielle. J'ai eu pas loin de 1000 promesses de parrainage,
mais uniquement 84 parrainages. À mon avis, il s'est passé des choses entre-temps. Bien. Hein. On est au courant, hein. On a suivi cette affaire de près. Hein. Et en plus, si vous voulez, l'association politique que nous avions créée a été infiltrée 3 fois. 3 fois. 3 fois. Et là, nous sommes encore en train de la rebâtir, de la reconstruire, parce qu'elle a été infiltrée, puis donc mise HS. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, à préparer avant, pour éviter tous ces écueils. Il faut, avoir un organisme central dont vous feriez sans doute partie, hein, qui soit solide, mais qui soit en communion complète. Enfin, complète, en communion complète, en accord aussi complet que possible avec celui que vous prendriez comme leader. Parce que, pardonnez-moi, je ne me vois pas d'autre place que comme chef. Je suis désolé de le dire. Hein. Toute ma vie, j'étais responsable. J'ai été responsable de 4 à 25 000 hommes en opération. J'ai toujours commandé. Bon, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. C'est comme ça. Vous l'aviez dit lors de notre première rencontre. Vous m'avez dit, je suis désolé, hein, vous m'en voulez pas, mais j'ai l'habitude de donner des ordres. Certainement une déformation professionnelle. J'avais adoré. Mais si vous voulez, en revanche, en plus, j'ai toujours, depuis Saint-Cyr, cultivé cette notion de chef au service. C'est très important. Très important. Donc, si je travaille avec vous, parce que c'est de cela qu'il s'agit, moi je suis d'accord, mais il y a des conditions. 1, je suis patron. 2, il y a une équipe. Et le patron, mais ça, pas le tyran, ça n'a rien à voir. Hein, il faut vraiment se le dire. Hein. Deuxièmement, il y a une équipe composée de vous et d'autres, les gens qu'on verra, hein, qui travaillent avec moi et qui est, en symbiose. On se connaît, on se conforte, on se soutient, on se secourt les uns les autres. D'accord ? Et on discute beaucoup, parce que le patron n'est pas omniscient, il ne sait pas tout, le patron. Jamais. Il ne sait jamais tout, le patron. Même en opération, je prenais l'avis de mes caporaux, comme colonel. L'avis de mes caporaux. J'ai des exemples concrets. Et ensuite, ayant pris l'avis, je décidais. Et donc, ça serait le même fonctionnement. Mais c'est très important. De se rejoindre aujourd'hui, mon général. Aujourd'hui, il suffit que, par rapport à notre histoire, il suffit de remettre les valeurs au cœur d'un programme. Et ensuite, c'est une question de se donner les moyens, avec toutes les compétences, de pouvoir mettre tout ça à plat. C'est pas si simple que ça, voyez-vous. Non, vous parlez de mettre des valeurs au cœur d'un programme. Parmi les conditions pour être ce que vous dites, votre soutien, ou bien être plutôt votre leader dans un combat politique. Hein, nous, on parlait d'un point de vue général, en tout cas, parce que il y a beaucoup de bonnes initiatives qui se font. On en reparlera, on approfondira. Il y a une chose fondamentale, et moi, ça fait partie des conditions sine qua non. Encore une fois, à 70 berges, 70 ans, vous savez, il ne me reste pas trop de temps maintenant pour travailler pour le bien de mon pays. Donc, je reviens à cela. Il y a parmi les conditions sine qua non, c'est la Grande Charte de France. Voilà. Ça a l'air de rien. 2 pages, mais c'est fondamental. C'est un outil pour refaire l'unité nationale et tout replacer au service de la France et des Français. Tout. Revoir toutes les lois pour cela. Très important. Ça n'a l'air de rien. C'est un bout de papier. Ouais. Mais nous avons pris exemple sur quelque chose qui a existé il y a fort longtemps, la Magna Carta britannique, la Grande Charte britannique, en Angleterre, qui a duré 700 ans et qui a été un outil essentiel de l'unité nationale britannique. Voilà. Oui. On s'est référé à cela, puis on s'est dit pourquoi pas faire la même chose. C'est pas la même chose. Dans les sujets d'actualité, vous avez écrit dans votre opuscule, vous écrivez que aucune émeute ni grève ne doit être autorisée pendant une période suffisamment longue. Comment concilier la refonte du système et l'interdiction des manifestations et des grèves? Parce qu'aujourd'hui, sachant que tout est ficelé et qu'on a une stratégie du chaos qui est organisée, quelles sont les options qui s'offrent aux citoyens, aux acteurs engagés, aux personnalités comme vous, pour pouvoir justement répondre à toutes ces crises majeures qui à court échéance, on parle des prochains mois, vont finir un travail de sable qui a été commencé il y a des années?
Mais vous avez prononcé quelque chose qui est très fort là. Nous sommes dans une stratégie du chaos. C'est pas vous qui l'avez déclenché cette stratégie du chaos. C'est pas vous qui l'avez voulu. En tout cas, c'est certainement pas moi. Enfin, en tout cas, certainement pas moi. En fait, nous sommes dans un système qui nous mène au chaos. Un système dans lequel le conflit permanent est le moteur de toute chose. J'ai l'âge suffisant pour me souvenir que avant mai 68, il y avait certes des grèves, beaucoup, parce que les gens travaillaient pour manger. Et parce que les fauteurs de troubles n'avaient pas encore développé tous leurs méfaits. Hein. Et depuis mai 68, on n'arrête pas. On a érigé la grève, la manif, si possible violente, etc., en système. Voilà, c'est culturel. On en fait en permanence. Et bien ça nous mène à la pagaille. Hein. Ça ne peut pas nous conduire à l'international. Ce n'est certainement pas facteur ni de cohésion, ni de bien commun, ni d'avenir. Hein. Donc, je ne veux absolument pas dire qu'il faut interdire grève, etc. Non. Il y a des moments où elles sont parfaitement légitimes et où elles sont nécessaires. Il ne faut pas croire non plus que le pacifique que je suis soit un pacifiste. Le pacifique ne veut pas la guerre. Il accepte la guerre quand il ne peut pas faire autrement. J'ai l'habitude de dire que la vocation du soldat, ce n'est pas la guerre. C'est la paix par le moyen éventuel de la guerre. Eh bien, c'est pareil. Non. C'est pareil dans cette affaire-là. Hein. Le conflit qui est érigé en système, eh bien, nous mène forcément au conflit. Or, aujourd'hui, nous allons de grève en manif, c'est en permanence. Et puis, on désorganise notre système économique, on met des gens à la rue, au chômage, n'importe quoi, etc. Ça désorganise tout. Voilà. Et donc, il faut changer ce système. Si on veut changer de système, il faut en prendre les moyens. J'aime beaucoup votre réponse. À titre personnel, en général, j'adore votre réponse. Oui, on voit que vous êtes très conscient de toutes les urgences et des enjeux dans lesquels on est actuellement. J'ai pas compris, pardonne-moi, il y avait un blanc là. J'ai expliqué que j'adhérais totalement à votre analyse et je finissais par conclure en expliquant que on voit que vous êtes conscient des enjeux et de tout ce qui se passe actuellement. Voilà. Voilà, merci. Donc, cette pause-là, il s'agit pour moi d'une pause pour changer un petit peu les esprits. Il faut changer quelque chose en France. Hein. Encore une fois, ce gouvernement de transition, enfin cette période transitoire, il doit nous faire passer d'un système qui nous conduit à l'écroulement à quelque chose qui nous permettra de nous épanouir. Ça ne sera jamais dans la paix radicale, parce que jamais l'humanité n'a connu la paix totale. C'est pas vrai. On est en marche, on la construit en permanence, la paix. Mais là, dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous allons vers le chaos complet. C'est pour ça qu'il faut un changement radical. Et là, je dis que pendant quelques années, hein, il faut arrêter les grèves et les manifs à tout crin, quoi. Surtout celles qui viennent de la CGT ou des Black Blocs qui sont là pour casser la France et tout. Il faut arrêter. Pour l'avoir vécu, on a vu que c'est beaucoup de gens qui avaient plus d'espoir, qui croyaient plus du tout en rien et il y avait vraiment un point de rupture total, de la même manière qu'on a tous les oubliés des quartiers populaires qui, depuis quelques mois, le gouvernement et les médias essayent de les faire passer pour les responsables de tous les problèmes. En vérité, tout ça, ça fait partie des clivages dont le système se sert pour nous diviser. Hein. Vous avez parfaitement raison de dire cela. Attendez, quand je parle de, par exemple, CGT Black Bloc, ce ne sont pas les personnes que je vise qui sont en manif. Ce sont les manipulateurs qui sont derrière. Oui, je suis 100% d'accord. L'immense majorité des gens qui vont manifester, les gens qui sont en grève, l'immense majorité sont des victimes du système. Des victimes du système. Voilà, parce que nous n'avons pas depuis des décennies et des décennies de chefs qui unissent les Français et qui soient au service de la France, au service de la France et des Français. Au contraire, on n'arrête pas de manipuler les gens et de les considérer comme des outils, des trucs, des machins. Non, c'est pas possible. Et moi, je comprends les manifestants. C'est pas les manifestants que je critique, absolument pas. Hein? C'est le système qui nous conduit en permanence au chaos. Voilà, c'est la volonté de ceux qui ne sont pas au service de la France, mais à un autre, au service de quelque chose d'autre, et qui conduisent au chaos. Voilà, c'est ça que je critique. Mais il n'empêche que pour arriver à quelque chose, il va falloir une pause.
Voilà. oui. Et surtout, Jérémy, vous avez dit un mot très important aussi. Des gens qui n'ont plus d'espoir. L'une des missions essentielles du chef de l'État, c'est de redonner de l'espoir. Eh oui, Et la force de l'espoir. on ne peut redonner de l'espoir, bien sûr, il faut que les gens mangent, etc., du travail, etc., mais aussi qu'on les aime. Vous avez des enfants, vous savez parfaitement que si on n'aime pas ses enfants, c'est la foutaise. Eh oui. Et voilà, bien entendu. Et c'est partout. Et même quand on aime ses enfants, parfois, c'est pas facile. Et même parfois, il peut y avoir. Vous parliez d'autonomie en même temps. On a une question là-dessus dont vous faites part dans l'un de vos livres, notamment le dernier. Là, je te laisse la poser. Vous avez écrit dans votre dernier livre qu'il faut donner la priorité à la production locale. Ah oui. Et moi, je vous demande, est-ce que c'est tenable économiquement? L'agriculture industrielle n'est-elle pas une source de revenus très importante pour la France, un des plus gros exportateurs agricoles au monde? Patrick. Oh, Patrick. Oui. Vous restez dans le système ancien. Celui qui est en train de s'écrouler. Je prends l'exemple. C'est une question que je vous pose. Oui, j'ai bien compris. Eh bien, non, je confirme ce que j'ai écrit. Vous prenez l'exemple d'un producteur de porc, par exemple breton, mais ça peut être ailleurs, bien sûr. Il élève des porcs. Il envoie ses porcs vivants en Allemagne, où ils sont abattus. Les porcs sont rapatriés dans la même entreprise, où ils sont transformés. Eh oui. Alors, bien sûr, il y a des questions de prix. Ok, d'accord, il y a des questions de prix. Bon, ceci étant, du point de vue écologique, on peut faire mieux. Vous ne croyez pas? On peut faire mieux. Il y a beaucoup de points où on peut faire beaucoup mieux. Voilà. Les Gilets jaunes se sont battus pour cette loi qui est passée sur le rapport sur le CETA, notamment, et sur plein d'autres sujets. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'il faut vraiment reprendre la main d'un point de vue général par le nombre, tout en étant capable de proposer, en capacité de proposer quelque chose, parce que sinon, on est broyé. Vous êtes quelques-uns, il y a quelques personnes comme vous, en général, qui seraient non seulement dignes, mais qui auraient les épaules, seraient responsables pour pouvoir porter le pays et ses citoyens. Le problème, c'est que j'ai l'impression que même si vous, avec vos forces et vos connaissances et votre crédibilité, on s'associe pas tous ensemble avec des forces citoyennes, avec des personnalités fortes, c'est très compliqué, très très compliqué. Tout est bien réglé, on peut les féliciter pour ça. Là, on change de sujet. Oui, on change de sujet. Je vais rester sur la question posée par Patrick. Pendant l'écologique, on peut faire un peu mieux quand même. Ensuite, il y a l'emploi local. Ce qui est fait en Allemagne, pourquoi c'est pas fait en France alors qu'on a plein de chômeurs? Eh oui. Ensuite, il y a, dans les temps qui viennent, je parlais en début d'intervention de possibles famine en France. Il y a déjà des gens qui en France ont faim en ce moment. Et ces gens-là sont de plus en plus nombreux du fait des événements d'après Covid. Eh bien, ça peut se développer, il peut y avoir de plus en plus de gens. Et enfin, il va peut-être falloir penser à nourrir tout le monde. Donc, le produire local, enfin produire chez nous, je ne sais même plus les termes exacts de votre question, ça participe énormément à l'autonomie alimentaire. C'est absolument fondamental pour l'autonomie alimentaire. C'est fondamental. En France, on pourrait produire beaucoup plus que ce qu'il nous faudrait pour manger, pour vivre. On pourrait nourrir quasiment l'Europe entière. Autrefois, la France était le grenier à blé de l'Europe. Et bien maintenant, nous risquons, je ne dis pas nous irons, nous risquons la famine. C'est quand même ridicule. Alors, la production locale y participe. Et je vois d'autres choses qui n'est pas nulle, qui n'est pas sans importance. Et quand localement les élus, le maire s'occupent de cela, quelque chose d'extrêmement concret pour sa population et ceux qui pourraient venir, et puis il y aura très rapidement l'idée aussi, et ce sera une conséquence, un engrenage, eh bien, de participer à la réinsertion de ceux qui ne travaillent pas. Nous avons proposé, pendant la présidentielle 2017, quelque chose qui paraît tout con, le programme 4T, pour un toit, une terre, un travail et éventuellement un tutorat.
Eh oui, hein, c'est-à-dire que le maire localement, il a des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs ils savent pas quoi faire. Eh bien, il décide l'autonomie alimentaire de sa commune et au-delà de la commune, participer à l'autonomie alimentaire du département. Eh bien, il se crée une exploitation agricole communale et il insère là des jeunes garçons et filles ou des moins jeunes. Hein, l'insertion. Il leur donne un toit, ils ont une terre, un travail, et éventuellement un tutorat s'il y en a besoin. Il y a donc aussi comment dire, une dynamique de resocialisation dans cette affaire-là, hein, qui est possible. Et surtout, je crois, pourquoi je vous disais, vous restez dans le système ancien, Patrick. Oui, je sais bien. Votre question, je reste dans le système ancien. Il y a maintenant, et je répète, nous avons un monde qui s'écroule, il faut en créer un autre. Créer, entre guillemets, en ouvrir un autre, en inventer un autre. Eh bien, dans le monde qui est en train de s'écrouler, le monde qui est en train de s'écrouler est fondé, son économie est fondée sur le libéralisme économique anglo-saxon, qui est fondé sur, lui, la recherche du profit maximal. Le fric, le fric, le fric, le fric. Tout est orienté au fric. Eh bien, il faut, je le répète encore une fois, mais je le répéterai sans cesse, refaire l'économie pour la mettre au service de l'être humain. Et là, on a quelques éléments dans l'histoire de l'humanité en général, dans notre histoire française et dans toute l'histoire de l'Europe, hein, depuis les Grecs anciens. On a des petits éléments qui peuvent nous guider. Par exemple, on a oublié qu'au Moyen-Âge en Europe existait la notion de juste prix. Le juste prix, c'est pour celui qui a produit quelque chose, eh bien, c'est bien sûr de couvrir tous ses frais, pour le prix de vente, bien sûr, hein, couvrir tous ses frais et ce qu'il faut pour vivre convenablement avec sa famille. Pas pour faire des profits mirifiques. Ça, c'est des projets pharaoniques qui ne font que transformer les êtres humains en outils de production au profit des profiteurs. Et puis, une autre notion qu'on a oubliée, complètement oublié. C'est pas socialiste, je vous raconte, c'est humain. Hein. C'est humain, ça n'a rien à voir avec la gauche, la droite, rien à faire tout ça. Une autre notion qu'on a radicalement oubliée, jusque, je crois, que 2 ou 3 ans avant la Révolution française, et d'ailleurs, existait la police des grains. Et je crois que la suppression de la police des grains par Louis XVI a été l'une des causes de la Révolution. La police des grains, qui existait depuis des centaines d'années, avait pour principe, tant que le pauvre n'a pas mangé, le prix du blé ne doit pas augmenter. Le prix du pain, pardon, ne doit pas. Hein? Et ça, c'est fondamental si on veut tout mettre au service de l'être humain. Donc, je crois qu'il faut, dans ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit là, concernant le recentrage de la production alimentaire sur la France, ça cache tout ça. Ça cache tout ça. Il faut refaire un nouveau système centré sur le service de l'être humain, pas sur le fric. C'est ce qu'on souhaite tous, hein. C'est ce qu'on souhaite tous. En général, on a une dernière question à vous poser. Oui, si vous souhaitez tous, il faut concevoir et en prendre les moyens. On y œuvre bénévolement chaque jour. Et croyez-moi, on n'est pas parti pour échouer. Juste, on est conscient des notions d'urgence et de ce qu'on combat, très clairement. Voilà. C'est un vrai rouleau compresseur. Donc, Pat, tu poses la dernière question? Allez. Voulez-vous, en général, clarifier la notion de souveraineté du peuple en intégrant une notion de transcendance? Est-ce que ça serait pas un peu contradictoire avec la notion de séparation de l'Église et de l'État? Non, ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ne croyez surtout pas que je veux, comment dire, une religion d'État, etc. Non, la liberté de conscience personnelle est fondamentale. C'est fondamental. Nous, on le savait, mon général, mais en l'expliquant maintenant, on va vous laisser l'expliquer, ça sera clair aussi pour tout le monde. Et je pense que c'est bien que tout le monde l'entende. Voilà. C'est-à-dire que derrière cette affaire-là, il n'y a pas une notion vraiment religieuse, mais une notion anthropologique. Voilà. Anthropologique, c'est ça qui est important. Toute politique, tout système politique, tout système économique, enfin tout est fondé sur la conception de l'homme et de l'univers. On n'y peut rien. Hein. C'est comme ça.
Et or, il n'existe véritablement que deux conceptions de l'homme de l'univers. Et qui nous viennent encore une fois, pour nous, Européens, ça nous vient des Grecs anciens. Il ne faut pas jeter ça aux orties. C'est très important parce que tout a été construit en France, en Europe, et au-delà, parce que l'Europe a rayonné de manière magnifique dans le monde, de manière magnifique. Tout a été construit à partir de cela, de cette graine semée par les Grecs anciens, par les Hébreux, par les Perses, etc., les Romains, tout ça. Les Grecs anciens, les philosophes constater qu'il y avait donc la nature, des êtres humains, des animaux, des étoiles, etc. Ils disaient, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, ils avaient un panthéon de dieux, Zeus et compagnie, ils étaient un peu paumés là-dedans. Et puis, il y avait des philosophes qui cherchaient. Il y en a un qui est arrivé à dire, mais derrière tout ça, il y a un créateur unique. Une source de vie. Une source de vie. Maintenant, cette source de vie, on l'appelle Dieu, nature, Allah, peu importe, c'est pas mon problème. Il y a une source de vie. Et au bout du compte, c'est à partir de cette certitude de l'existence d'une source de vie qui a créé l'homme et qui a créé l'univers entier, qui a créé les plantes, les animaux, etc., et qui a créé les règles aussi qui régissent tout ça. Pourquoi tous les ans, le 21 juin, les jours, c'est le jour le plus long de l'année? Tous les ans, le 21 juin, le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année, parce que cette source de vie l'a organisé comme ça. Alors, en politique, en économie, etc., eh bien, c'est par rapport à cela qu'on se fixe, même inconsciemment. C'est par rapport à cette source de vie qu'on se fixe, même inconsciemment. Soit on l'accepte et on décide de respecter les lois qu'elle a inscrites dans notre nature et dans la nature en général. Et alors là, les écologistes, là, ils pourraient peut-être y réfléchir à ça. Parce que là, ça fonde. Oui, c'est ça qui fonde la véritable écologie. C'est ça. Soit on respecte cette source de vie, on s'inscrit dans ce qu'elle a voulu, et forcément, on arrive à tout mettre au service de l'homme. Et l'homme, en coopération, si je peux dire, c'est pas forcément le bon mot, avec la nature, en communion avec la nature, dont il soit se servir pour vivre, mais qu'il ne doit pas anéantir. C'est évident. Qu'il ne doit pas dégrader, au contraire, il doit l'épanouir, l'aider à s'épanouir, la nature. Soit c'est cette conception-là, soit on refuse la source de vie, ou bien on la combat. C'est par exemple le cas de beaucoup, par exemple Karl Marx. Les communistes, ils savent très bien qu'il y a une source de vie, mais ils veulent s'en affranchir. C'est le cas de bien d'autres. On peut en parler pendant des heures. Et soit on la combat, et au bout du compte, on arrive à quoi? Ce qu'on vit maintenant. L'homme réduit à être un machin, un truc, le serviteur du fric. Voilà. Et donc, si vous voulez, il ne s'agit absolument pas d'Église et l'État. Non, c'est pas le sujet. Il y a deux conceptions. Et moi, je suis radicalement sur la première. Il existe, l'homme est créé, et c'est ça qui fait sa grandeur. C'est ça qui fait sa dignité. C'est pas parce qu'ils ont fait une loi votée à 50% des voix plus une que l'homme est digne. Parce que demain, si 2 députés changent, eh bien l'homme n'est plus digne. Allez, compte un petit peu. C'est parce qu'il y a quelque chose au-dessus. Et ça, il faut l'inscrire en plus dans la Grande Charte de France. Et ça y est. Voilà ce que je voulais. On en parle ensemble la semaine prochaine, mon général, de la Grande Charte de France. La semaine prochaine, si on fait notre affaire, je pense que d'accord. Ah non, même simplement par téléphone, juste pour qu'on continue de s'imprégner de tout ça, parce que je reste persuadé que vous ferez partie de ces acteurs du changement du pays, de la même manière que certains gilets jaunes, comme beaucoup de citoyens et d'autres. Voilà. Et jusqu'à maintenant, à moins qu'on me prouve que j'ai tort, pour l'instant, tout ce qu'on imagine collectivement au sein de nos mouvements respectifs, tout est en train de rentrer comme une pièce de puzzle. Et il n'y a pas de raison que ça change. On voulait aussi vous remercier pour répondre aussi honnêtement et sincèrement à nos émissions. Cette émission donc passe pour dimanche soir. Évidemment, on est samedi après-midi. Il est aux alentours de 17h et nous avons tourné ça ensemble avant pour une question de logistique. Ce week-end, le jour se lève, se réunit physiquement. Donc, on est une cinquantaine à se voir tout le week-end ensemble pour discuter de la suite. On a aussi des invités qui ont pu se déplacer. En général, vous savez que si vous aviez été invité, malheureusement, vous ne pouviez pas être là, mais on aura l'occasion de se revoir aussi. On va faire aussi quelque chose de nouveau. Cette émission est enregistrée, nous pouvons répondre à vos questions directes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions directement au général. Nous ferons un plaisir de les retransmettre à son équipe
pour que le général puisse y répondre en son temps. Et vous aurez certainement l'occasion de pouvoir le réentendre aussi, parce que on a vu, suite au dernier live, que vous étiez nombreux. Il y avait beaucoup de questions. Il y en a certaines qu'on a prises aussi de tout ça. Mercredi soir, on se verra en direct avec un invité en la personne de Jacques Cheminade. Donc, ça sera un direct mercredi soir à 20h. Et puis, pour l'heure, mon général, Pat, je vais laisser saluer. Pour ma part, je vous salue. Vous avez tout mon respect. Mille merci de prendre du temps pour nous. On en prendra aussi pour vous le moment venu. Et ensemble, j'espère qu'on fera de grandes choses. Merci à vous. Le moment viendra très vite. Il faut s'y préparer dès maintenant. On s'y prépare. Merci. Au revoir. Au revoir, mon général. Au revoir, mon général, en espérant vous revoir bientôt. Allez, au revoir. Vous savez qu'on est en œuvre depuis longtemps pour notre société, ouais. On va y arriver. On va y arriver. Je vous dis, on ne lâchera pas l'affaire. Hein. Allez, bien c'est parfait. En avant. Allez, à bientôt. Merci d'être venu. Au revoir. Bonne journée à tous. C'était Le Jour se lève avec mon général Didier Tauzin. Au revoir.